13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Viro sur Europe 1. Suite et fin d'Europe 1, 13h à 13h48 avec vos deux chroniqueurs, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Céline. Et avec vous, j'avais envie de revenir sur ce drame, encore une fois, cette rivalité, cette rixe entre jeunes. Hier, c'est en Essonne, un jeune de 17 ans, donc mortellement poignardé devant un lycée de la ville, 6 personnes interpellées. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, et elle est indignée par l'assassinat de l'adolescent dans l'Essonne. La réalité, c'est que ce type d'événement dramatique se déroule maintenant de manière régulière. L'assassinat d'adolescents, parfois par d'autres adolescents, devient un fait de société et n'est plus seulement un fait divers. Donc c'est catastrophique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une proposition qui viserait à resacraliser l'intégrité physique, c'est-à-dire que les atteintes à l'intégrité physique, dont l'issue la plus dramatique est évidemment le décès, doivent être traitées différemment des autres délits et aggravées, pas tant dans leur peine que dans l'exécution de leur peine. Il faut éradiquer les atteintes à l'intégrité physique parce que la vie est sacrée. Marine Le Pen, donc, à propos de cette délinquance juvénile et de ce nouveau drame en Essonne, alors que Bruno Retailleau, ce matin, sur CNews et Europe 1, en a parlé de cette excuse de minorité. Et il a dit aujourd'hui, l'excuse de minorité est la règle, elle doit devenir l'exception. Voilà, il veut réformer. Non, mais on sait qu'il y a une urgence. Le professeur, le pédopsychiatre Maurice Berger, on a fait tout un livre sur la délinquance des mineurs. Ce qui est terrible, c'est que pour l'école, par exemple, on a rabattu nos prétentions. Avant, on s'intéressait au niveau. Maintenant, on se dit, pourvu qu'ils soient en sécurité, c'est quand même Elisabeth Borne qui a fait une annonce sur les contrôles aléatoires de sacs. Oui, mais on voit bien que c'est pas à la hauteur. Moi, je me souviens encore des cours d'empathie. Je sais pas où ils sont passés, mais on voit bien qu'ils n'étaient pas franchement à la hauteur de l'enjeu. Ce que l'on constate, c'est que dans une société qui est très laxiste, où on dit c'est pas gentil, c'est des mineurs, il faut les comprendre, il faut être bienveillant, ça conduit à la mort de certains. Vous voyez, le laxisme est le contraire de la bienveillance, puisque cela met dans une situation d'insécurité profonde. Alors des jeunes, soit qui soient eux-mêmes rivaux dans des bandes rivales, soit qui prennent une balle perdue, parce que ou un coup de couteau perdu. Donc la vérité, c'est qu'il faut tout reprendre à la base. On a un problème majeur d'éducation déjà. Nous ne croyons pas dans notre modèle. Moi, je crois vraiment, nous ne croyons pas dans notre modèle civilisationnel. Nous avons détricoté notre autorité. Et puis par ailleurs, nous avons des familles qui arrivent avec un autre modèle, d'autres mœurs, qui ont connu une justice plus sévère et qui arrivent ici à Paris. Les enfants peuvent se dire, finalement, c'est l'impunité totale. Donc, il faut tout remettre à plat et tout revoir. Moi, ce que je vois dans les mesures, je pense qu'il y a du court terme, et c'est normal de s'occuper du court terme, mais ça ressemble quand même à quelque chose qui n'a pas vraiment de vision de tout cela. Sur l'excuse de minorité que Bruno Retailleau veut revoir. Oui, bien sûr qu'il faut le revoir. Vous savez, je crois qu'on prend beaucoup trop de mesures d'adaptation face à un phénomène qui est extrêmement profondément ancré désormais dans notre société. Mais l'État est impuissant, mais c'est insoluble pour vous ? Alors, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, ce que les gouvernements successifs, dont certains ont eu probablement de la bonne volonté politique, ont montré que on était, si ce n'est impuissant, en tout cas, on n'avait pas trouvé les remèdes à nos maux MAUX. Quand on vous parle de portiques de sécurité aux abords des lycées, quand on vous parle de ces fameuses fouilles aléatoires, quand on vous dit on va faire la guerre au couteau, alors à quel type de couteau, quand, est-ce que c'est les couteaux à cran d'arrêt, est-ce que c'est les couteaux qui s'ouvrent, vous voyez, on en est à des débats où on s'intéresse vraiment au sujet par le petit bout de la lorgnette et où on ne traite pas les causes profondes de l'usage des couteaux, de leur généralisation et du recours accru à cela par des profils qui parfois sont des récidivistes, etc. Donc effectivement, la justice des mineurs, c'est un bout de ce raisonnement-là. Je rappelle par exemple que le rabbin qui a été agressé à Orléans a été agressé par un gamin de 16 ans, dont lui, sa peine va probablement... Enfin, en tout cas, on va voir ce que la justice va faire. Mais avoir un interlocuteur de 16 ans à la barre au tribunal des enfants, c'est pas la même chose qu'avoir quelqu'un de 25 ans. On va tenir compte par exemple de son casier. Le casier de ce jeune homme de 16 ans, il est vierge. Donc déjà, ça va être moins. Ensuite, on va peut-être requalifier les choses. Donc ça va être compliqué. Nous sommes effectivement une grande démocratie. Nous avons l'état de droit, nous avons tout ça, mais comme tout à l'heure nous parlions de l'entrisme de l'islam politique, tout cela, tout notre vieux modèle, il est remis en cause, il est challengé, pour employer un mot à la mode, il est défié par tous ceux qui sont nos ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Donc il faut repenser nos systèmes, il faut repenser en amont, il faut repenser la culture, il faut repenser l'éducation, il faut repenser la politique migratoire.
faut reprendre ce mot jadis très utilisé d'assimilation, qui aujourd'hui n'est plus utilisé, ou d'intégration à minima, mais on peut pas laisser comme ça faire les choses, parce que sinon, cette inflation de la violence que nous connaissons en France, nous serons condamnés à voir passer les coups de couteau, à commenter jour après jour, à employer des mots, à se bercer de mots, à dire ensauvagement, décivilisation, enfin, tous ces mots qui désormais ont été employés par des membres du gouvernement ou le président de la République lui-même, mais là, je ne vois pas les actions liées à l'emploi de ces mots. Moi, je suis frappée de voir comme une société finalement qui est devenue laxiste dans bien des sujets, à l'école, dans la justice, devient in fine répressive. C'est paradoxal, mais c'est ainsi, c'est-à-dire que on est obligé de mettre des portiques de sécurité. Je ne sais pas ce qu'on va faire de plus. Vous dites vérifier les sacs de façon aléatoire. Finalement, on va peut-être finir par tous les vérifier. Il va y avoir des flics devant les portes. Mais quelles conséquences politiques? Mais on se rend compte que c'est une fuite en avant, parce que là, les politiques apportent des réponses un peu, comment dire, des rustines, parce qu'il faut répondre aux inquiétudes de l'opinion publique. Mais il n'y a pas de vision. Alors, c'est difficile d'avoir une vision, parce que comme on revient à un problème, lui, purement politicien, c'est comme l'Assemblée est complètement éclatée avec des gens très à gauche qui, sur ces sujets-là, ne veulent rien entendre. C'est extrêmement compliqué d'avancer. Au moment où François Bayrou vient de passer le cap des 100 jours. Oui, non, voilà, après, et ça devient complexe pour lui, avec la menace de la censure fournie par le PS dans la réforme des retraites. Il y a à nouveau ça. Donc, à la décharge de François Bayrou, il est vrai que ni lui ni Michel Barnier sont ceux qui sont en meilleure position pour pouvoir insuffler un changement radical pour les raisons qu'indiquait Gabriel. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, elle est fragmentée, qu'il n'y a pas de majorité et que c'est très difficile d'agir. Maintenant, je pense qu'effectivement, moi, ce qui me fait craindre, parce que moi, je suis un amoureux des libertés, c'est que face au délitement de l'État et à la montée de la violence, nous ne sombrions dans une forme de contrôle de masse où tout le monde est contrôlé, mais personne n'est en sécurité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on contrôlera peut-être vos déplacements avec votre smartphone, un peu comme pendant le Covid. Il y aura des passes pour se déplacer, des couvre-feux dans les villes, parce qu'on dira laissez pas vos gamins sortir après 22h. Et pour autant, il y aura des rixes, des coups de couteau, de l'hyperviolence, des coups de machette, des machins absolument terrifiants qu'on voyait pas il y a 50 ans. Donc moi, je ne crois pas au contrôle de masse. Je crois à une bonne politique de sévérité républicaine et je crois à l'amont, c'est-à-dire vraiment la bataille culturelle, la bataille politique, le penser long terme pour éviter que concours. Et pour cela, je reviens à votre question, il faut avoir une majorité politique et une assise politique forte et une adhésion dans le pays. Vous êtes d'accord avec ce que propose Paul? Oui, bien sûr, mais là aussi on pourrait repartir sur cette idée de Bruno Retailleau de déclassifier. Moi, je trouve qu'il pourrait se lancer dans un immense audit. C'est intéressant de savoir qui sont les familles qui ne fonctionnent pas, qui sont ces jeunes, quel est leur parcours. Est-ce que c'est vraiment des familles monoparentales? Non, mais voilà, moi je voudrais savoir ce qu'il en est. Elles sont issues de l'immigration ou pas? Est-ce que qu'on ait un état des lieux, parce qu'on est dans le flou. On parle des jeunes. Moi, je sais pas ce que ça veut dire les jeunes. On manque de données et ça doit être aussi le boulot de Bruno Retailleau. Et ça, il peut le faire. À son niveau. Nul doute que Pierre Devine nous reviendra sur tous ces sujets ce soir dès 19h, bien sûr, dans Europe 1 Soir. Et nous, on se retrouve demain. Merci beaucoup, Gabriel.